Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Jeune qui surfait sur World Tramp et les 40 ans de l'ancienne Fédération française de trampoline, les 40 ans, ça se fête. Et eh bien, je dirais bon anniversaire à l'ancienne fédération et à tous ceux qui ont fait cette ancienne fédération. Si tu avais pratiqué des sports acrobatiques avant de découvrir, quand tu veux. Oui, alors, pratiquer des sports acrobatiques, oui, puisque je faisais de la gymnastique aux agrès. Moi, j'ai découvert le trampoline alors que j'étais étudiant à l'ENSEP à Paris en train de suivre les cours de formation prof DPS. Et il se trouve que mon prof était Pierre Blois. Nous avions plusieurs profs, mais l'un des profs était Pierre Blois. Et ça passait plutôt bien entre nous. Et Pierre, étant déjà mordu, puisque c'est lui qui a lancé cette activité, était déjà mordu de trampoline, il en faisait pratiquer à ses élèves. Et comme les profs de gym, tels que Pierre à l'ENSEP, s'occupaient de l'ensemble des NCPiens de la promo, mais avait une filiation plus marquée avec ceux qui étaient gym. Moi, donc, j'étais option gym, et donc le trampo, j'ai découvert comme cela. C'était fun. C'était fun. Pierre était très précis dans ce qu'il attendait, mais très communication et très agréable de fonctionnement, puisqu'il n'était pas avec des gens qui n'aimaient pas cette pratique, il était avec des gens qui aimaient la gym, il aimait la gym, il faisait découvrir le trampo, et on jouait tous le jeu. Enfin, c'est même pas jouer le jeu, c'est qu'on prenait notre pied, quoi. Et donc j'ai découvert le trampoline comme ça. C'était en 65. Ça veut dire que moi j'ai été à l'ENSEP de 64 à 67. J'ai découvert ça en l'année scolaire 64-65, donc je situe ça en début 65. Je ne savais pas à l'époque que Pierre était en train de lancer l'activité, puisque c'est après, bien après, que j'ai appris que la fédération avait pris naissance en 1965. En 65, donc je ne le savais pas. Ou si je l'avais entendu, ça m'avait pas fait flasher. Bon, ok. Moi, c'était l'activité que je trouvais super et sympa. Et donc, ce que je trouvais génial, c'était cet envol. On avait le temps de... Quand on venait de la gym, même si j'aimais bien la gym, c'était autre chose. On avait plus le temps de vivre, plus le temps de s'éclater. C'était vraiment super, quoi. Donc, j'avais fait de la gym, j'ai découvert le trampo à l'ENSEP avec Pierre. Et Pierre, alors je me souviens, mais là, je ne sais plus exactement à quelle date, il y avait eu une démonstration avec, je pense que c'était un Américain qui était... Voilà. Mais non, c'était... Je sais plus quel était le nom du... et donc, c'est après que j'ai appris le marché qui s'était fait entre Bernard et Georges Nissen, qui disait si vous lancez l'activité, vous avez un trampo. Et donc, je ne savais pas que c'était en train de se lancer. Moi, je le vivais en tant qu'activité. Point barre, c'était super. Voilà, c'était les débuts. Nickel. Ouais. Quand tu veux. Alors, une question se pose, c'est de savoir si les premiers jeunes à l'époque qui pratiquaient cette activité avaient conscience que ça deviendrait une activité à part entière avec un développement national, international. Ma réponse personnelle est non. Je n'avais pas du tout conscience que cela allait devenir... Et en fait, moi j'ai découvert en 65 et je suis revenu au trampoline en 71. C'est-à-dire que j'ai fait mon professorat de 64 à 67. Après, j'ai eu le plaisir d'aller jouer aux petits soldats en 68, dans la période que chacun connaît de 68. Moi, j'étais enfermé dans ma caserne, ça fait que j'ai rien vu passer. Après, je me suis lancé dans la profession. Et ce n'est qu'en 71 que j'ai redécouvert l'activité. Donc, ce qui veut bien dire que là, quand j'ai découvert le trampo en 65, je n'avais pas du tout conscience de ce que ça allait devenir, hein, c'est clair.
Par contre, en 71, quand j'ai redécouvert, j'étais donc prof. Et étant prof, je venais d'être nommé prof à l'UFRAPS, à l'UREPS de Rennes. Et j'ai appris qu'il y avait, dans le cadre de l'amicale des anciens élèves de l'ENSEP, un stage. Et ce stage se déroulait à Bois-Colombes. Donc moi, je suis arrivé enseignant la gym à l'UREPS de Rennes. Je suis arrivé là-bas, suivre le stage. Bon, ambiance hyper sympa. Alors, il y avait un certain nombre de personnes. Pierre Blois. Alors, Pierre, retrouvailles, parce que donc j'avais quitté l'ENSEP en 67, donc retrouvailles. Il y avait un jeune que je ne connaissais pas et que Pierre, qui lui me connaissait et que je connaissais, m'avait présenté comme étant l'entraîneur nickel chrome de Michel Rouquette, mais moi je ne connaissais pas. Donc on a commencé à vivre le stage. Alors c'était à Boico, il y avait X trampots dans la grande salle, et il y avait des trampots de bonne facture, puis il y avait des vieux chevaux fatigués, bon, et c'était que des profs DPS, stage amical ENSEP. Et alors, une anecdote, enfin il y en aura deux d'anecdotes, l'une est la suivante, c'est que Michel entraînait sur plusieurs trampots, Pierre entraînait sur notre trampo, il y avait d'autres collègues déjà un peu plus aguerris qui en entraînaient. Très bien. Et les profs DPS, bon, on va pas le dire trop fort, mais un petit peu chiant, tu vois, avaient très vite repéré qu'il y avait des bons trampots et des moins bons trampots. Et on avait beau tourner, on était par groupe, chacun sur un trampo, on avait beau tourner, et donc tout le monde devait passer sur les bons et sur les moins bons. À un moment donné, il y a eu un vent de fronde disant oui, c'est inadmissible, on est quand même en stage, amical ENSEP, et puis on n'a pas tous des bons trampos, comme on dit. Et là, le gars Michel Rouquette, qu'on connaissait pas, enfin moi je ne le connaissais pas, tout d'un coup, il arrête tout et il appelle un petit gars. Et le petit gars en question, après j'ai su qui c'était, Jean-Michel Bataillon. Et il appelle un petit gars, parce que donc il avait des gars de son équipe qui étaient là et qui servaient de démonstrateurs. Tu connais Michel, c'était tip-top, quoi. Il appelle Jean-Michel Bataillon et en substance il dit la chose suivante. Ces messieurs dames semblent trouver que certains trampolines ne sont pas bons. Jean-Mi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, le Jean-Mi qui était quand même assez jeune, bien écoute Jean-Mi, tu vas nous prendre le mouvement imposé des championnats d'Europe et tu vas prendre alors le plus mauvais trampo, messieurs, c'est lequel? Alors nous, c'est celui-là. Bon Jean-Mi, tu te mets sur ce mauvais trampo et alors on va corser. Au lieu de sauter comme on l'enseigne, tu vas sauter en travers du trampo et tu nous fais ton imposé, n'est-ce pas Jean-Mi? Ouais, alors le Jean-Mi monte sur le trampo, clac, mouvement, nous on était là. Ah! Et après, silence, radio, tout le monde l'a fermé, tu vois, ok. Donc ça c'est la première anecdote par rapport à ça, donc tu vois, la découverte de Michel. Alors bon, tu te dis, attends, qui c'est ce mec, putain, il en impose, quoi, tu vois. Deuxième anecdote liée à ce même stage, alors, on suivait, et puis après le coup de gueule de Michel, je me suis dit, attends, celui-là, il mérite d'être suivi. Alors moi j'avais mon classeur, mon crayon, et du coup je délaissais un peu la pratique, parce que comme j'en avais fait avec Pierre, je me disais, attends, là il y a des trucs à prendre. Alors, partout où allait Michel, je le suivais, comme son ombre. Et puis tu sais, prof DPS, prof dans un UREPS, alors on pose des questions, on veut s'instruire. Et alors je posais des questions, encore des questions à Michel, et il répondait. Mais ça a duré, tu connais Michel, ça a duré quoi? Allez, une journée. Et puis au bout d'une journée, il en a eu marre d'avoir ce chieur de mec qui n'arrêtait pas de le suivre et de lui poser des questions, plus chiantes et plus cons les unes que les autres. Waouh! Oh le mec! Il m'a. Alors j'ai posé la énième question plus une, et puis là, blanc, il m'a envoyé au mur, carrément, quoi, en disant, en substance, oui, eh bien, quand vous aurez fonctionné en entraînement et agi, vous poserez des questions. Pour l'instant, ça va. Moi, je préfère agir que baratiner, compagnie. Bon. Alors drôle, quoi. Et puis bon, comme j'aime pas, en termes de relationnel, j'aime pas quand ça devient un petit peu conflictuel comme ça.
j'en ai parlé à Pierre, il dit attends, t'inquiète pas. Et le soir, on descend dans la salle resto de Boiscot où on cassait la croûte. Et c'est là que quelques années plus tard, j'ai reçu de Michel une photo dédicacée sur laquelle on trouve Michel, Jo, Pierre et Jean-Claude Isbach. C'est la photo que tu as, si je ne m'abuse. Donc sur cette photo, on était tous les quatre en train de discuter parce que Pierre avait organisé cette rencontre pour que s'efface la petite tension. Et là, on a une soirée, si tu veux, là, je dirais que c'est pratiquement là que moi j'ai ce stage d'une part, plus cette soirée où j'ai flashé. Et puis Michel, eh bien, c'est devenu le Michel qu'on connaît. Enfin, pour moi, c'est une grosse affection parce que c'est un mec qui est spontanément est capable de s'exprimer avec le plus grand naturel. C'est un mec qui a de la tripe. Donc, ça a été tip-top, quoi. Voilà une anecdote, tu vois. Bon, c'était l'aspect conscience du potentiel de développement. Tu as eu la réponse. C'était non. C'était... je rentrais dans le jeu et que de bonnes années après. Ok. Vas-y. Alors, donc, Pierre Blois, c'est le premier que j'ai rencontré. Michel Rouquette, je viens de te raconter l'histoire, oui. Et il y a le troisième pilier. Donc, quand je dis le troisième, c'est pas en valeur, c'est parce que c'est le troisième homme que j'ai rencontré. Dans la chronologie, Pierre, Michel, Bernard. Après, dans la valeur, je crois qu'ils sont tous les trois. Je vais prendre une image un peu sotte, mais quand tu as un trépied, t'enlèves un des pieds, ça tient pas beaucoup. Hein. Donc je crois que ces trois-là ont fait le trampoline français pour des années. Et Bernard, honnêtement, je n'ai plus de souvenirs précis de comment je l'ai rencontré. Ce serait marrant si lui s'en rappelait, mais là, moi, je ne me rappelle pas. Tout ce que je sais, c'est que Bernard, je l'ai toujours perçu comme quelqu'un de très, très relationnel, très contact, très humain, qui en même temps, enfin, moi j'ai rien à dire vu ma grande taille, mais lui non plus c'est pas un géant, et c'est un petit bonhomme, mais c'était un petit bonhomme qui en imposait, qui avait un charisme, une stature, et donc Bernard, on a fonctionné des années. Moi j'étais devenu avec le temps très investi et même devenu bien plus tard cadre au sein de la fédération. Donc on a travaillé des années ensemble, mais toujours dans une finesse relationnelle, dans une symbiose, impeccable, quoi. Mais donc les trois initiaux de la bande, ce sont ces trois-là, inoubliables. Quand tu veux. Donc, découverte du trampoline, mais découverte du trampoline avec une pratique découverte à l'ENSEP. Ma carrière professionnelle de prof DPS a commencé à Laval et je me souviens, j'entraînais ce qu'on appelait à l'époque les journées PO, préparation olympique, parce que j'entraînais en gym, donc je venais, habitant Laval, je venais entraîner avec les entraîneurs et les collègues de Bretagne. Et moi, là, me souvenant du trampoline ENSEP, j'ai lancé le trampoline à Laval. Donc, les gamins que j'entraînais en gym, je leur faisais faire du trampoline. Et le CTR de gym de l'époque était Charles Olivier, qui était donc breton. La Mayenne était sous son autorité. Il venait, il a vu la pratique du trampoline que je faisais avec mes gamins. Bon. Et après, je suis devenu rennais à partir de 71. Je suis devenu rennais en 71 et j'ai donc à Rennes très rapidement introduit le trampo dans l'entraînement gym, puisque je continuais à entraîner en gym dans un club rennais qui s'appelle le Cercle Paul Bert. J'entraînais en gym et puis au bout de quelques années d'entraînement de gym, comme en même temps j'entraînais les gamins en trampo, j'ai carrément viré ma cutie. Il y avait eu le stage amical ENSEP en 71, j'en avais fait un autre quelques temps après, et en 74 j'ai lancé de manière officielle le club trampoline sur Rennes, et donc j'entraînais des gamins, mais je n'ai donc commencé à faire de la compétition qu'en 74. Et alors là, le niveau de compétition, ça s'appelait National B.
c'est National B pour les plus de 18 ans. C'est-à-dire il y avait les moins de 18 ans et les plus. Les moins de 18 ans, c'était les herbes fraîches qui allaient en devenir. Et il y avait les vieux chevaux qui... Bon, et donc je faisais partie des vieux chevaux. Et je sautais avec Patrice Kerjean, Lucien Viviani, enfin, Laurent Kazmerziak. Enfin, bon. Alors le niveau de pratique, on faisait du trempeau parce qu'on aimait, mais personne n'était dupe, on était conscient de notre niveau, qui était sympathique, mais 5,60 de diff, ça va pas haut, quoi. Et je me rappelle avoir fait un championnat avec un jeune qui s'appelait Lionel Pioline, qui avait 12 ans, et il avait gagné. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait gagné. Et moi, j'ai arrêté le trempeau. Ma fille faisait du trempeau. Et le dernier championnat de France que j'ai fait, ça devait être à Moulins. J'ai fait une prestation assez géniale, quoi. Je sortais par 1/3 Rudy Balaout. Et moi, j'ai fait Rudy Balaout out du trempeau. Et encore anecdote, ma gamine elle était petite toute, elle passait dans les petites catégories, elle était avec ses copines dans les tribunes, ses copines du club dans les tribunes, et puis elle regardait papa passer. Et papa a jailli du trempeau sur 1/3 avant Rudy Balaout, retombé debout sur le plancher, toujours équilibré, hein, debout sur le plancher, une main sur le côté du trempeau, pas la honte le mec, quoi. Pas la honte, gros éclat de rire. Alors bon, nous en compète, les vieux, on se marrait, quoi. C'était plus la convivialité, c'était, ça va, on savait bien qu'on était au bout de notre pratique. Tac, retombé là, et les gamins pliés dans les tribunes, et ma gamine a été mortifiée parce qu'il y a des jeunes qui ne me connaissaient pas, mais qui c'est ce clown? Alors j'ai dit ça va, j'arrête, je vais entraîner les autres, comme ça je les regarderai tomber, mais moi je tomberai plus. Donc ça a été la fin de ma carrière, qui a été assez brève, assez intense, mais d'un très petit niveau, quoi. Donc une fin de carrière avec une sortie du trampoline, mais surtout pas une sortie du monde du trampoline. J'ai continué à entraîner avec beaucoup de plaisir des jeunes du Cercle Paul Bert qui ont fréquenté les équipes nationales sur quelques opérations internationales. Et en 78, ça ne nous rajeunit pas, en 78, j'ai obtenu le premier poste de CTR que Pierre avait pu obtenir auprès du ministère, donc CTR à la Fédé, qui m'a permis de me consacrer de manière encore plus intense à l'entraînement du club. Donc c'était un peu un paradoxe, parce que normalement un CTR n'a pas le droit d'entraîner un club, mais là donc j'entraînais le club parce qu'il y avait un certain nombre de filles qui se débrouillaient pas mal et étaient aux portes des équipes. 78 donc cadre d'État, ce qui fait que mes relations avec Michel et avec Pierre ont été encore plus ténues et encore plus fréquentes, et donc ça a été une période qui nous a fait traverser les années à une vitesse de la lumière, et donc on a vécu un certain nombre de moments forts en termes de compétition, mais aussi en termes d'entraînement et en termes de mise en place de la technique. Et je dirais que le duo redoutable en ce qui concerne la technique, c'était Pierre et Michel, Michel et Pierre. L'un étant un analyste rigoureux, c'est Pierre, l'autre étant un intuitif génial et ayant de manière viscérale le trempeau dans la peau. Et ce qu'il y avait de génial, c'était la complémentarité des deux hommes, l'analyste et l'intuitif. Et l'intuitif jouait en plus de quelque chose qui est hyper important pour
je dirais, être capable de monter, faire monter au plus haut niveau des jeunes. Il jouait de la fibre managérale, il était très relationnel, il était très motivant. Donc Michel Rouquette, il pouvait donner sa chemise et en même temps foutre un ramponneau dans les canines de quelqu'un qui n'allait pas comme il faut, quoi. Mais c'est cette bivalence de celui qui donne sa chemise. Mais ma grand-mère disait qui aime bien châtie bien, et on ne peut gronder quelqu'un que si on l'aime. Et bien, ces principes-là étaient ceux de Michel, et c'est clair que ça produisait de beaux résultats. Et avec l'analyste rigoureux qu'était Pierre, a été lancé, appliqué en France, la PART méthode. PART méthode qui avait été découverte avec Paul Luxon, qui venait faire des stages à Dinard avec Michel. Donc là, on parle des stages de Dinard. Il y en a eu des années et des années de stages à Dinard, mais dans les années 72, 13, 14, dans ces eaux-là, dans les années début 70-80, il y avait du Paul Luxon à Dinard, et Michel avait intégré la vision qu'avait Paul Luxon de la pratique trampoline, et Pierre avait rationalisé, et donc on en était à la PART méthode avec des prises d'informations visuelles, ce qui explique que tout ce qui se faisait en apprentissage se faisait avec des prises de repères visuels qui permettaient de se situer dans l'espace et d'établir des corrélations entre des actions musculaires fortes et des repères visuels. Et donc, cette technique qui visait à aider à la construction du schéma corporel du trampoliniste faisait qu'on s'inscrivait à l'opposé de certains, et je dirais même plus de certaines, parce qu'on le trouvait plus chez les filles, qui travaillaient en aveugle. Donc le problème était de faire en sorte que l'on puisse, tant au niveau de l'apprentissage qu'au niveau de la compétition, être constamment sur des repères qui étaient sécurisants. Alors maintenant, il faut savoir, en termes d'évolution de la technique, que la technique, c'est la réponse du moment à un problème posé, et la réponse la plus efficace, la plus efficiente à un moment donné. Ce qui veut donc dire que la technique, elle évolue en même temps qu'évoluent les sciences qui permettent d'améliorer la production de performance. L'évolution a été telle que on a cherché, avec le matériel et avec les qualités humaines, à prendre beaucoup plus d'amplitude. Et quand on prend beaucoup plus d'amplitude, on peut multiplier et diversifier les rotations de manière plus conséquente. Mais là, je dirais, s'opposent deux écoles. L'école du global et l'école, je dirais, du différencié. La finesse technique va vers le différencié, vers une succession d'actions, et non pas vers une coordination globalisée où la réponse est en bloc. Il faut à ce moment-là être conscient que plus je vais chercher à dissocier mes actions, plus je vais donner une impression de facilité. Je franchis des années là parce que je pense à une chose, je pense à 1986, championnat du monde. Guelim Batowski contre Pioline, contre Yo-Yo Pioline. Deux conceptions diamétralement opposées. Guelim Batowski qui faisait le record du monde de la difficulté, mais oh les yeux, c'est-à-dire que pendant 10 touches, on a eu le cœur qui tapait à 180 parce que pas d'altitude, pas d'amplitude, pas de dissociation, un bloc, une boule, une énergie. Bon, record du monde de difficulté. Mais qu'est-ce que la technique? La technique, c'est l'impression de facilité. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a un principe qu'on devrait, nous, entraîneurs, garder présent à la tête. Un, c'est qu'au trampo, c'est la rotation salto qui est génératrice de tout ce qu'on peut faire
comme figure acrobatique aérienne, et que cette quantité de salto, elle doit être en avance d'un salto sur la vrille. Les Parisiens disent souvent j'ai un métro d'avance. Eh bien, un entraîneur de trampoline devrait avoir un salto d'avance. C'est-à-dire que si je veux améliorer techniquement dans la dissociation d'action, dans l'amplitude, dans l'esthétique, dans la finesse du geste, si je veux améliorer la production d'un gamin, il faut que je sois en train de perfectionner ses bases quand il apprend les saltos. Parce que les saltos, pour lui, ne sont pas des bases. Ventre, dos, assis, base. Je travaille les saltos. Et le fait que j'ai besoin... Vous savez bien qu'il tomberait. Hein, vous savez bien qu'il tomberait. Oui. Donc, si je suis en train d'apprendre des bases, il faut... Pardon, si je suis en train de peaufiner des bases, il faut que je sois en train d'acquérir la maîtrise du salto. Quand je suis en train de peaufiner le salto, il faut que j'apprenne plus. Donc je fais bac un quart, je fais un salto avant, arrivée vente, je fais un trois quarts. J'ai toujours une avance dans mon apprentissage, j'ai toujours une avance en quantité de salto par rapport à la maîtrise que j'ai des figures sous-jacentes. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Quand je suis en train de travailler du double, je dois déjà être en train de me préparer à faire du triple. L'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir trop tôt lier de la vrille et du salto. Quand on veut trop tôt lier de la vrille et du salto, on ne favorise pas l'acquisition fondamentale de dissociation d'action. On fait réagir les gamins en bloc, coordination de bloc, et puis c'est de l'à peu près, et ça c'est une constante. Donc tout ça nous ramène aux figures in. Quand on fait des figures in, je dirais qu'on est plus près de la coordination en bloc. On lance une quantité d'énergie, qui est une quantité d'énergie salto-vrille. Je pense, je reste intimement convaincu que la pureté va vers le salto qui devient de la vrille. Et on en prend pour preuve que de voir des gens arriver à l'expertise des doubles rotations, à ce moment-là, au niveau des figures simples, ça devient de la pureté. En termes de souvenirs, un des plus beaux souvenirs que j'ai en compétition, c'est Manu Durand, son imposé à Vancouver. En parlant, j'ai encore la chair de poule. C'est-à-dire que c'est fou parce que on entraîne, on conseille, on regarde, on apprend avec celui qu'on entraîne, et puis on découvre, et puis on a une aspiration, et on pense que c'est comme ça. Et tout d'un coup, le rêve, on le voit. Et 10 touches sur un déplacement, non, c'est même pas sur la croix-croix, c'est-à-dire qu'il était de la partie avant de la croix à la partie arrière de la croix, ce qui fait penser au travail des figures départ avant, départ arrière, et toute la maîtrise que ça entraîne. Mais il travaillait sur la croix, et c'était sortir, figure, arrêter la figure, rentrer, travail de toile, sortir, figure. Et là, eh ben, il a eu plusieurs 10. Même pour l'anecdote, je ne sais plus le nom de la juge, Manu le dirait, il y a une nana, une juge qui lui a mis 10, et qui, quelque temps après, a appelé son chat Manu. Pour dire que Manu avait impressionné la foule. Donc, voilà, brossé rapidement, le in et le out. Le out permet d'avoir des repères, le out permet de dissocier les figures, le out permet d'aller... Et ça veut dire que quand l'évolution se continue, il ne faut surtout pas oublier de reprendre ces gammes. Parce que le piège de la difficulté est que quand on veut augmenter sa difficulté, on se rapproche, avec le grand risque de s'y brûler, on se rapproche des coordinations en bloc. Parce que si je veux faire 3 saltos avec une vrille dans chaque, j'en suis au stade de faire... Mais si à côté de ça, je ne suis pas en train de faire des full in, full out de grande pureté, si je ne suis pas en train de faire des bacs, des purs chefs-d'œuvre, quand je travaille de la quantité,
de rotation salto qui génère de la vrille, quand je travaille cela, je dois être en train de réactualiser la taille en dessous. Et c'est pour ça que je dis, il faut toujours avoir un salto d'avance. Si je veux être un maître des doubles, il faut que j'ai déjà travaillé du triple. Si je veux commencer à être un maître du triple, eh bien il faut que je sois en train de faire du quadruple. Mais quand je fais du quadruple, c'est-à-dire que je suis en avance sur mon époque, mais il faut être en avance sur son époque sur du salto avant de vouloir être en avance sur son époque sur de la vrille. Ok? Nickel. Quand tu veux, vas-y. Ouais. Ouais. Eh bien, on voit donc que le trampoline consiste à multiplier et à diversifier les rotations du corps dans l'espace, en position groupée, carpée, tendue, bon, ok. Et ça, c'est un produit fini. On se pose souvent la question de savoir comment pouvoir créer de telles données complexes. Et on cherche des réponses techniques, des analyses techniques. C'est fondamental, mais c'est insuffisant. Parce que s'entraîner, c'est s'entraîner avec d'autres. Et les autres, ce sont les copains, les collègues d'entraînement, ce sont les entraîneurs, et ce sont les gens proches, en termes de famille ou en termes de camarades proches de vous, par rapport à cette activité qu'on déploie. Et tôt ou tard, hélas, certains se perdent. Et à l'occasion d'une figure, ils avaient programmé de faire et ils font plus. Et généralement, quand ils font plus, c'est plus de salto. Mais plus de salto, en exploitant ces connaissances de par méthode, c'est donc très souvent rester dans la sécurité. Ça génère de la peur, mais ça reste dans la sécurité quand même. Mais ça ébranle la confiance que le trampoliniste a en lui, et ça l'amène à régresser. Et à régresser, il perd une figure plus ou moins complexe, puis il en perd une plus simple, puis à un moment donné, on en a vu même certains qui faisaient des chandelles, et au moment de démarrer, paf, bloqué. Rien. Alors là, les pertes de figure, ça a été étudié, analysé, chacun a cherché à comprendre. Et apparemment, je pense qu'on n'a pas bien compris les mécanismes. Quand je dis on, c'est pronom indéfini, donc pronom imbécile, mais oui, on n'a pas compris. Plus ou moins d'éclairage, plus ou moins... Par contre, les entraîneurs nationaux qui ont joué des rééducations ont toujours fait marche arrière dans la part méthode, en sont revenus aux gammes et ont toujours, je pense notamment à Michel Rouquette et je pense à Franck Bardy, ont toujours réinvesti sur le relationnel avec le trampoliniste, réinvesti sur le relationnel, sur la confiance, mais bon, c'est extrêmement difficile. À ma connaissance, il n'y a pas d'étude lourde qui a été faite. Ce phénomène existe dans pratiquement tous les pays. Peu de personnes ont échappé au massacre. La seule chose, c'est qu'on peut à certains moments se demander, mais c'est facile d'en parler après, c'est beaucoup plus difficile de le vivre dans le présent et dans l'immédiat. Souvent, il y a des baisses de confiance en soi, des baisses de confiance dans l'autre. Et l'autre, ça peut être le collègue d'entraînement, ça peut être l'entraîneur. Et après, il faut reconstruire. Mais bon, les pertes de figure, lourd sujet. Lourd sujet. Interroger des gens qui en ont souffert apporte un éclairage qui n'est pas à négliger, mais une synthèse, moi je la connais pas. Vas-y, brut de déco. Alors on change d'horizon. On parlait de l'activité tourbillonnante et de Paul Luxon comme ayant été un des générateurs de la technique pure, bien codifiée, avec de bons repères. Et ça renvoie à assez loin, ça renvoie aux années 70.
Et ça renvoie aux premiers stages qui ont eu lieu à Dinard. Dinard n'est pas très loin de l'Angleterre, ou plus près que le sud de la France. Et Michel Rouquette, tiens donc, Michel Rouquette, lui, eh bien, a le premier eu des contacts. Alors, si je ne dis pas de bêtises, mais Michel serait précis, lui, dans le domaine, le premier contact a dû se faire avec un stage dans un château, dans le parc d'un château. Les jeunes dormaient sous la tente et on y retrouvait qui? La première équipe, la première génération des Tison & Co, avec Paul Luxon. Et là, j'ai revu des films où Paul Luxon était déjà un adulte et où les petits tout, Pierre Blois a ça en film. Et donc, ça, c'était des contacts. Après, ça a été Dinard. Et Dinard, une des premières fois où j'ai vu du trampo à Dinard, il y avait Richard Tison. Alors, il y avait Richard Tison avec, si je ne dis pas de bêtises, une sortie de trampo assez mémorable. C'était dans une salle qui n'existe plus à Dinard, qui était un ancien gymnase, pour te situer pendant le niveau. C'était la salle d'Agrès. Et alors tu verrais la salle d'Agrès de l'époque, c'était sable sous la barre fixe et les anneaux, barre parallèle posée sur le béton, avec des tapis coco comme tapis parade. C'était... Et le stage qui se déroulait à Dinard, les agrès avaient été poussés, le trampo était dans la salle, et je crois ne pas dire de bêtises, que c'était notre kamikaze de Richard Tison qui avait fait une sortie de trampo vers l'avant. Et moi qui voyais du trampo à ce niveau-là pratiquement pour les premières fois, j'ai eu pratiquement la peur de ma vie parce que c'était direction le ciment qui était devant le trampo. Et il est tombé plat dos. C'est-à-dire que la maîtrise qu'il avait et les repères qu'il avait, quand il a senti qu'il était out, il est tombé mais plat dos de chez plat dos, ce qui a réparti les pressions. Et bon, il a été courbaturé, mais rien de cassé. Mais c'était Dinard à ses débuts, c'était l'environnement spartiate, quoi. Et Dinard a vécu des années et des années, puisque en 2000, c'est-à-dire 30 ans après, il y avait encore du Dinard. Donc inutile de dire qu'il y a eu des générations de jeunes, de moins jeunes, de gens en formation. Je n'occulterai pas la période où Michel Rouquette avait été avec Désiré Huillard. Alors on passe du nord de la France au sud, avec Désiré Huillard à la Seine. Il a été aussi à la Capte. La Capte, c'est hier les Palmiers. Et c'était des stages Michel Rouquette. C'était des stages Michel Rouquette, c'est ce que je disais tout à l'heure de Michel. C'était celui qui était exigeant au niveau de la technique, qui était exigeant au niveau de la quantité de travail, mais qui trouvait le moyen de mettre les jeunes dans un environnement qui était une gentillesse, quoi. Qui était une gentillesse. Je reviens à Dinard, je passe du coq à l'âne. Dinard, j'ai vu les premières équipes, Michel sortait de la remorque une 125 cm3 de trial. Il avait un Zodiac avec un, je ne sais plus combien de chevaux au-dessus. Il donnait sa chemise et il était d'une grande exigence. C'est ce qui fait, c'est cet esprit commando. L'esprit commando, c'est un fou qui s'entoure d'une équipe restreinte de fous, qui se met dans un endroit bien spécifique où on est là pour bosser comme des malades, mais aussi s'éclater et avoir ce que les autres n'ont pas. C'est-à-dire, le commando, c'est le pionnier, c'est celui qui découvre, c'est la force, quoi. Et Michel a construit, parce que c'est Michel, il a construit sur une phase pionnière du développement du trampo avec des commandos. Mais si on passe du trampo à un autre domaine qui est celui du tumbling, le tumbling a commencé de la même manière, avec la notion commando, avec un nombre restreint de jeunes qui viennent là, c'est Eric Beck qui n'était... Alors, la différence entre Eric Beck et Michel Rouquette, c'est que Michel Rouquette
était un technicien intuitif de haute volée. Enfin, il est toujours. Hein. Eric Beck était un manager. Et quand on sait que pour réussir, il faut être technicien de haute volée, manager, donc quelqu'un capable de motiver ses troupes et de les porter à l'impossible, Rouquette avait les deux. Eric Beck était manager au niveau de la technique, chapeau quand même, parce qu'il avait capté quelque chose, mais ses successeurs le disent bien, et les jeunes qui actuellement conduisent le tumbling en sont conscients, puisqu'ils sont issus de Eric Beck. Ils généraient leur technique plus entre eux et avec les éclairages de Pierre Blois qu'avec la connaissance technique d'Eric Beck. Par contre, en termes de managerat, Eric Beck, il était aussi très bon. Mais revenons à notre Trampo et à Dinard. Eh bien, c'était un lieu d'histoire du Trampo, et je pense le Krebs de Dinard, mis à disposition de Pierre Blois et de Josiane, intendante, je sais pas, c'était une histoire, c'était une période. Aujourd'hui, avec notre environnement technocratique, et on est frileux. L'expression est un peu... On était des givrés. Et quand je dis on était, il y en avait surtout d'autres qui étaient plus givrés que l'ensemble. C'était les Pierre Blois, les Bernard Ramon, les Michel Rouquette, c'était des givrés, quoi. Mais bon, alors, peut-être que quand on prend des cheveux blancs... on se complaît à raconter la guerre de 14-18, mais je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas des valeurs qui aient existé et qui ont du mal, parce que la société n'est plus la même, à exister. Cependant, de toi à moi, je connais quelques passionnés, on pourra en parler tout à l'heure, je connais des jeunes qui ont lancé World Tramp, faut vraiment qu'ils soient un peu secoués, les mecs. Hein. Mais alors, généreusement secoués. Bon, Dinard, c'était... Excellent truc, quand tu veux. Eh bien, ce monde du trampoline... Tiens, je dis toujours « eh bien » pour commencer. Hein ouais, eh bien, ce monde du trampoline évoluait. Et puis, il évoluait dans un monde en évolution. Ben oui. Et l'apparition de centres nationaux d'entraînement se mettait en place. Et il faut reconnaître... Michel Rouquette, tiens donc, un nom, ça me dit quelque chose. Michel Rouquette, il avait fait un centre national avant l'heure, puisque un centre national regroupe des gens en instance de haut niveau, ou déjà de haut niveau, regroupe des jeunes avec un encadrement qualifié, avec des conditions matérielles d'entraînement optimales, avec un environnement social, économique favorable. Et bien Michel Rouquette, avec ses commandos, il faisait cela. Bon, ça tourne. Les centres d'entraînement se mettent en place. Bois-Colombes, qui a été le premier avant que le terme n'existe, Michel s'est déplacé sur Antibes et a relancé à Antibes ce qu'il avait mis en place à Boiscaux. Donc, quelque chose qui était en avance sur son temps. Et puis, Beck a mis cette Tumblr à l'INSEP avec un monsieur qui s'appelle Robert Poirier, qui est actuellement DT en athlétisme et qui était un ancien coureur de 400 et avec qui j'avais été prof à l'UREPS de Rennes. Donc, Bob, comme on l'appelait, Robert, et on se connaissait. Et les Tumblr étaient à l'INSEP. On a franchi des années là. Les Tumblr étaient à l'INSEP et en 86, il a été nécessaire d'évacuer la piste, le plateau central qui était dans le vélodrome. Il y avait un vélodrome dans le grand stade d'athlétisme à l'INSEP, enfin il y a toujours. Les lanceurs de poids venant s'entraîner dans cet anneau, dans le stade central de l'anneau, les tumblers qui étaient là avaient été priés de sortir. Et donc le gros problème a été de trouver où les mettre en France. Et donc plusieurs solutions se sont offertes.
Et sur Rennes, il y avait une opportunité de les accueillir. Parce qu'on est là en 87 maintenant. Il faut savoir qu'en 86, il y avait eu les championnats du monde d'acrosport à Rennes, que j'avais organisé avec une bande de copains du coin, parce que la fédération, le staff fédéral était pris par l'organisation des championnats du monde de 86 à Bercy, donc il ne pouvait pas être à la foire et au moulin, et donc les championnats du monde d'acrosport s'étaient faits sur Rennes, ce qui avait donné un coup de fouet à la perception rennaise des activités trampo, tumbling, acrosport. Ok. Ceci étant, on repasse à 87, les tumblers exclus de l'INSEP, Éric Beck, Pierre Bois cherchant où remettre ces jeunes. Rennes, c'est possible, parce qu'à Rennes venait d'être évoquée la possibilité de faire sortir de terre une salle spécifique d'entraînement trampoline, tumbling, acrosport. Cette salle pouvait prendre forme parce qu'existait à l'époque 2 millions de francs lourds comme reliquat de caisse au ministère. Pierre Blois avait su que Robert Poirier, qui était directeur de l'INSEP, donc quand on est directeur de l'INSEP, les accointances avec le ministère sont évidentes. Donc il y a eu un réseau d'influence tel que ça s'est dessiné. Il pourrait y avoir une salle sur Rennes. En attendant cette salle, les tumblers sont venus dans une vieille salle désaffectée dont on a pu garder la clé parce qu'elle a été rasée, il y a eu des immeubles faits dessus, une salle qui était une ancienne fabrique de parois mobiles, mais ça caillait là-dedans, il n'y avait pas de chauffage. Alors la ville nous avait installé des rampes au plafond, des radiants chauffés gaz, enfin, conditions dures, mais on était comme dans le commando Rouquette, on était dans le commando Beck, et les jeunes savaient ce qu'ils voulaient, vivaient resserrés sur eux-mêmes, et quand ils parlent de cette période de la salle Linex à Rennes, il n'est qu'à en parler à Didier Semola, Christophe Lambert et autres, Pascal et Ouzan, la salle Linex, ils savent de quoi ils parlent. C'est lancé la construction, j'accélère, en 92, elle était sortie de terre, elle était inaugurée, donc de 87 à 92, en 5 ans, elle a été dans les cartons, puis dans les bulldozers, et puis elle est sortie. Mais ça, grâce à l'intervention de Robert Poirier auprès du ministère et à l'action de Pierre Blois, qui avait pu obtenir les 2 millions. La salle en a coûté 8, la ville en mettait 6, et le ministère en apportait 2. Donc voilà, Rennes, la naissance de Rennes. Et hélas, à un moment donné, d'aucuns, je pense, je le nomme, c'est Michel, a pu penser qu'il y avait eu magouille, et en fait, il n'y a pas eu de magouille, il n'y avait aucune dualité entre un Rennes qui allait naître et un Antibes qui était bien né. C'était un heureux concours de circonstances, parce qu'effectivement, 2 millions arrivaient du ministère grâce à Robert Poirier, et la petite histoire, c'est que Michel Rouquette, bien longtemps après, a eu l'occasion d'apprendre ce que je dis là de la bouche de Robert Poirier, et Michel de m'appeler, ça y est, je sais comment ça s'est fait. Mais j'ai fait, oui, moi je le savais. Et donc, eh bien, même s'il y avait eu un tout petit nuage entre Michel et moi, le ciel est bleu, impeccable. Et Rennes donc a existé, et Rennes depuis 92 fonctionne, et avec de bons résultats et des conditions matérielles très, très sympathiques. Pierre, toi, tu as été jusqu'en 96. Ouais. Bon, alors ok, c'est parti. Cette salle de Rennes est donc sortie, a été inaugurée en 92. Le tumbling était l'activité principale dans cette salle, mais le trampo y était très vite présent. L'acrosport aussi avec Sandrine Bouvet. Et puis les années ont tourné. Pierre avait quitté la direction technique nationale en 90. Et c'est Pierre Villien qui, de 90 à 96, a été directeur technique national. En 96, Pierre Villien, à son tour, est parti en retraite.
et donc j'ai pris la direction de Technique nationale en 96. En 96, je voulais m'installer, ou je croyais m'installer dans une durée d'évolution, restructurer la formation, mettre en place au plan national des espaces plus structurés pour le monde du trampo, du tumbling et de l'acrosport, parce qu'il y avait à faire dans les 3 domaines. Donc c'était générer du dynamisme dans les 3 disciplines, c'était faire en sorte que la formation soit rationalisée et que les délégations aillent de plus en plus pour que chacun puisse s'investir sur une unité, une vision commune, mais démultipliée pour que la croissance se fasse. Ça s'est mis en place. Je croyais, et c'est peut-être là, peut-être un petit peu quelque chose que je regrette, je croyais pouvoir davantage fonctionner au plan technique. Et en fait, il y a eu une évolution qui avait commencé sous Pierre Blois, sur la fin de carrière de Pierre Blois, le relationnel avec le ministère et les lourdeurs administratives induites par le ministère ont commencé à exister sur la fin de carrière de Pierre Blois. Pierre Villien n'a vécu que cela, et moi, n'ayant pas bien perçu ces lourdeurs, je croyais pouvoir recentrer plus sur la technique et le jugement et la formation, et puis j'ai très vite compris la misère. Pardon. C'est-à-dire que les tâches administratives étaient lourdes, les programmations, les planifications, les objectifs, les contrats d'objectifs, la lourdeur. Quand Pierre Blois voyait les tâches administratives qui nous étaient imposées par le ministère, il était bien content d'avoir échappé à cela, et lui a fort judicieusement et très fortement imprégné le monde de ses compétences techniques. Il a fait un énorme travail de filmographie, d'écriture de texte. Bon, et il a échappé au carnage de la bureaucratie. 96, ok. Et puis là, s'est dessinée une nouveauté. La discussion au plan international, comme quoi le trampoline pourrait devenir olympique. Et il pourrait devenir olympique en l'an 2000. 96, l'an 2000. Pour que cela puisse être, il fallait au niveau international qu'un accord de fusion soit conclu entre la FIG qui absorbait la FIT. Ceci étant mis en place et orchestré par les instances internationales, André Gesbuller est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le secteur. Ceci étant mis en place, ne pouvait se faire que si effectivement, au niveau des nations, se mettait en place le même système de fusion-intégration des fédérations nationales trampoline au sein des fédérations nationales gym. Des tractations ont eu lieu qui ont abouti en 1999 au niveau national, 1er mars 1999, signature du contrat fusion-intégration de la FFTSA au sein de la FFG. Et moi qui ai été DTN de 1996 à l'an 2002, eh bien, en 1999, j'avais fait la moitié de mon trajet, la moitié selon ce que je pensais faire, qui avait été un petit peu chamboulé par les lourdeurs administratives. Et là, la rentrée au sein de la fédération a tout modifié. Et disons que j'ai servi d'interface entre le monde de la FFTSA et la FFG.
avec un relationnel avec Jean-Claude Jactin, le DTN de la GIM, qui a été très sain. Jean-Claude m'a toujours considéré comme le DTN venant travailler avec lui et non pas comme un étranger venant jouer aux billes sur les plates-bandes de la Fédé de Gym. Donc Jean-Claude a été très présent dans l'intégration du trampo-autonomie acrosport au sein de la FFG. Si en d'autres lieux les rapports au plan local entre des gens de l'ancienne FFTSA et des gens de la FFG n'a pas toujours été harmonieux, n'en disons pas plus. Du moins, Jean-Claude Jactin a toujours considéré Jory Voile comme son alter ego, m'a toujours fait fonctionner comme étant son alter ego. Nous étions deux. Lui s'occupait de gamme, gaffe, moi je m'occupais de trampo-autonomie agrosport. Mais bon, disons que ces 3 ans-là ont été hypertoniques parce que les obligations en regard du ministère n'allaient pas en s'atténuant. Le fait d'intégrer un système de fonctionnement FFG n'était pas évident. J'ai toujours dit sous forme de boutade que nous, alors le nous en question, ce sont les anciens de la FFTSA, on était un peu des saltimbanques, on était un peu des Romanichel, mais tellement à l'affectif, tellement au relationnel, tellement à l'aspect commando, tellement à la pugnacité, tellement... Mais des électrons libres, des électrons libres qui étaient libres et qui pourtant se rencontraient. À la gym, c'était une bien plus grosse cylindrée. Ça avance, ça ne s'arrête pas. Et c'est vrai qu'il a fallu jouer de diplomatie pour ne pas trop avoir l'impression qu'on se faisait bousculer dans nos anciens comportements de saltimbanco. Bon, mais disons que ça a été épuisant. Et puis j'ai eu la possibilité en 2002 de partir 1 an plus tôt que l'âge normal retraite. Et donc j'ai fait 3 ans FFTSA et 3 ans FFG et pris ma retraite un an avant l'heure. Et quand les vagues ont arrêté de déferler sur la plage, quel repos! Donc maintenant, juste, tu fais quoi maintenant? Maintenant, j'ai quitté des fonctions hyper lourdes. J'ai passé le témoin à Christophe Lambert qui a très vite compris l'ampleur du jeu. Et maintenant, j'ai gardé des contacts avec le Pôle France de Rennes. J'avais vu naître la salle, j'avais vu les jeunes arriver à Rennes, j'avais vu les résultats se fabriquer. J'avais donc eu de nombreux contacts avec eux. J'avais à un moment donné, avant d'être DTN, je m'étais occupé pleinement de la coordination du pôle. Et donc là, bien, je suis revenu au pôle en tant que président du conseil d'administration du pôle. Et je fonctionne avec les jeunes, les entraîneurs. Ça occupe. La distance entre ma maison et la salle est un peu grande, 150 km, ça ne facilite pas les choses, mais ça se passe bien. Et puis le reste du temps, j'ai la chance d'habiter sur un golf, et bien je me suis mis à faire une activité que l'on peut faire vieux, parce qu'il faut dire que les activités que j'avais connues bien plus jeune, un jour il faut les arrêter. J'ai en mémoire une fête du club du Cercle Paul-Bert où je croyais pouvoir faire quelque chose qui me paraissait facile et évident, un double avant-carpé avec une demi-vrille, donc on appelle ça un out. Eh bien, j'ai vraiment failli me mettre out. Le tapis parade m'a été mis, ma tête est passée à ça, et je me suis dit, attends, il ne serait pas plus raisonnable d'arrêter ce genre de folie, alors que le golf, la balle, si je la loupe, c'est même pas moi qui la reçois, alors c'est quand même peinard. Oui. La roue tourne.
Voilà, une vie trépidante et pleine d'action et de réaction. Ben, si maintenant j'avais à dire à un jeune que je sentirais complètement mordu par l'activité Trampo, ben, si j'avais à lui dire tu veux devenir champion, qu'est-ce qu'il faut faire? J'aurais tendance à lui dire il faut penser Trampo, mais penser Trampo et penser autre chose que Trampo. Penser Trampo en te disant toujours un travail de qualité, toujours un travail des bases avant de vouloir s'investir dans la folie des rotations. Je lui dirais attention, le trampoline est un piège dans la mesure où il donne l'impression que tout est facile. Tout n'est pas facile, il faut s'entraîner. On a, nous les anciens, un peu oublié, souvent oublié, la nécessité de la préparation physique. Et je dirais aux jeunes, ok, les bases, la multiplication des rotations, ok, mais beaucoup de préparation physique. Et surtout, un gros mental. Et là, je dirais à l'entraîneur, ce n'est pas que quelqu'un qui diffuse la technique, c'est quelqu'un qui manage, c'est quelqu'un qui motive, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des jeunes et qui leur permet de fonctionner et de résoudre les problèmes du trampo et les problèmes qui tournent autour du trampo. Et surtout, une formule, doucement, je suis pressé. Attends, Tout à l'heure, je disais que ce qui avait été un leitmotiv au niveau de la fédération et du trampoline, c'était la présence de Givré du Caisson qui avait porté l'activité et porté les jeunes. Eh bien, il y a des choses qui font plaisir, c'est que quand on a quitté le train, quand on a quitté le bateau et qu'on regarde les autres bateaux passer ou l'arrière du bateau s'enfuir, on découvre qu'il y a des entraîneurs qui sont givrés et qu'il y a, technologie moderne étant présente, des jeunes qui sont fondus de trampo et qui trouvent le moyen de parler, de faire communiquer de la discipline qu'ils aiment, et ce au moyen de nos techniques modernes, de l'informatique et des sites que l'on trouve sur le net. Et là je veux parler de World Tramp et de l'équipe des jeunes qui la managent, parce que là aussi il est question d'un management, il est question de dons, il est question de générosité, et donc je les remercie des heures et des heures qu'ils passent à concocter.